Bien, merci à vous qui nous suivez pour l'instant. Donc, dans le cadre de ce premier entretien qui fait suite à ce que nous avons annoncé dans la première vidéo, c'est un entretien de présentation globale de notre travail, de notre thèse, et annonçant les 5 chapitres qui seront aussi abordés, à savoir le chapitre consacré à la question du monde, celui consacré à la question du langage, celui consacré à la question de la pensée, celui consacré à la question de la vérité, et ainsi que celui consacré à la question de l'unité, comme nous l'avons souligné, un chapitre dont l'objectif est de proposer une lecture de la pensée de Wittgenstein. Maintenant, sans plus tarder, comme nous l'avions annoncé, nous allons ici aborder le problème du monde. Donc la question qui nous concerne dans cet entretien est celle du monde. Alors, dès lors, nous devrions nous mettre d'accord sur le sens même du concept monde. Lorsque nous parlons du monde, qu'en est-il? Et le monde, qu'est-ce? Est-ce une réalité existante? Est-ce une fiction? Est-ce une subjectivité? Et donc, tout cela, du point de vue purement logique, eh bien, nous allons ici essayer d'éclaircir donc cette question et vous donner le contenu que nous avons présenté dans le premier chapitre de notre thèse intitulée « Le mythe de la vérité », et bien laquelle a été consacrée au problème de la vérité, qui a évidemment nécessité d'aborder en priorité la question du monde. Alors, lorsque nous disons cela, nous allons tout de suite à la définition de ce que nous entendons par monde. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que le monde dont il est question d'un point de vue purement logique n'est pas celui auquel le concept pouvait renvoyer dans un autre contexte ou d'un autre point de vue. Car d'un point de vue philosophique et logique, nécessairement, lorsque nous parlons du monde, ce dont il est question n'est pas la planète. Eh bien, nous ne nous inscrivons pas, si vous voulez, dans une perspective purement cosmologique ou cosmogonique. Car en réalité, ce que nous saisissons à travers ce que nous appelons monde n'est pas forcément la réalité telle qu'elle apparaît, mais la réalité telle qu'elle est donc le lieu de révélation, de manifestation, si vous voulez, ou de saisie de la subjectivité. Donc, par monde, éliminons toute idée de la planète. Donc, quelque chose qui serait une planète habitable. Et d'ailleurs, la planète sur laquelle nous habitons s'appelle monde par analogie. La planète s'appelle Terre. Nous habitons sur la planète Terre. Eh bien, il en existe d'autres. Et je ne fais pas ici l'astronomie. Le discours n'est pas celui de décrire l'univers et ses composants. Mais les planètes, il y en existe tellement. Hein. Il y en a qui sont nommés, comme Mercure, Vénus, Terre, Uranus, Jupiter, Mars, machin, et consorts. Mais il y en a d'autres qui sont sans nom. L'univers étant une infinité des systèmes, déjà une infinité des galaxies, des systèmes, et une infinité de planètes. Voilà. Donc, par monde, ce dont il est question n'est pas un pays, n'est pas forcément la Terre.
Alors, si le monde n'est pas la Terre, si le monde n'est pas ce que nous voyons, forcément, alors qu'est-ce que c'est que le monde? Qu'en est-il en réalité? Eh bien, la question, la réponse à la question se trouve chez Marcus Gabriel, qui lui a publié Pourquoi le monde n'existe pas. Donc, le monde est ce qui n'existe pas d'emblée. Et l'auteur, dans son ouvrage Pourquoi le monde n'existe pas, dit ceci, que les galaxies existent, les toilettes existent, les couleurs existent, tout existe, sauf le monde. Alors, pourquoi alors parler de quelque chose qui n'existe pas en réalité? Bien, le monde n'existe pas d'emblée. Le monde n'est pas l'ensemble de nos villes. Le monde n'est pas l'ensemble de nos cours d'eau, l'ensemble de nos forêts. Le monde ne sont pas les arbres. Le monde ne sont pas les hommes. Eh bien, alors si le monde n'est pas tout ça, qu'est-ce que c'est que le monde? Évidemment, le monde est une subjectivité, le monde est une vision. Le monde est d'abord et avant tout la manière dont les choses se structurent et se manifestent. Je me reprends. Le monde est la manière dont les choses ont un sens, c'est-à-dire la manière dont celles-ci, donc ces choses, se matérialisent, se manifestent, se montrent. Voilà le monde dont il est question sur le plan logique. Pourquoi? Parce que par monde, ce que nous entendons est une réalité ontologique. Et lorsque je dis réalité, cela n'est pas à prendre dans le sens de ce qui apparaît, parce que le mot réalité lui-même a été bidouillé, longuement bidouillé, c'est-à-dire on a confondu la réalité aux choses. Évidemment, quand on dit que quelque chose est réel, cela ne veut pas dire que forcément que quelque chose est concrète ou que quelque chose est palpable. Car le concept de réalité dépasse de loin les frontières de tout ce qui pouvait être visible, palpable, concret. Eh bien, le monde est cette réalité qui est un principe ou une manière de voir les choses, une manière de saisir les choses, mais qui est essentielle, qui est à la base de la façon dont la réalité concrète, et là, faut-il faire la différence entre réalité ontologique et réalité concrète, pour faciliter les choses, c'est que la réalité est concrète lorsqu'elle est manifeste, palpable, mais que la réalité étant ontologique, ou ontique, eh bien, lorsqu'elle n'est pas palpable, mais qu'elle est tout simplement possible. Et c'est là que le faire de la philosophie, la logique, ça demande une certaine clairvoyance de l'esprit. Justement, c'est dans la mesure où, lorsque vous parlez de la réalité, il faut vous situer le discours à des registres qui sont différents. Lorsque vous parlez, vous les situez, et c'est comme cela que chaque concept utilisé selon le registre a un sens bien précis et un sens différent. Tout est question du registre et du contexte. Donc, dans le contexte qui est le nôtre dans cet entretien, ce que nous voulons expliquer, c'est le monde lorsqu'il n'est pas l'ensemble des choses que nous voyons forcément, lorsqu'il n'est pas l'ensemble des meubles, des objets, comme tels que nous les voyons. Nous partons de là, et c'est la raison pour laquelle nous parlons du monde ici comme étant une structure ontologique, dans le premier chapitre. Alors,
Une fois que nous avons soulevé ce problème, éclairci un peu, que le monde pouvait dépasser le seul cadre de la réalité concrète, nous sommes évidemment platonisants, Platon qui parle du monde des idées, le monde réel, c'est un petit peu ça, hein, de ça dont il est question, évidemment. Et une fois que nous avons mis en place cette différence, cette dichotomie, eh bien, l'autre question vient pour savoir ce que nous entendons par structure. La structure. Comment alors se fait-il qu'une réalité qui n'est pas réelle, mais pouvait être structurée? Eh bien, l'idée du monde va avec celle de la structure pour tout simplement aboutir à quelque chose de plus important, c'est-à-dire les limites du monde ou la notion du monde comme espace cloisonné, comme entité limitée. Donc, si je suis, lorsque je me dis que je suis dans un monde où je suis un monde, ou alors je suis confronté à un monde, cela veut dire que je suis confronté à une réalité qui d'ores et déjà m'impose une certaine frontière à franchir, une certaine limite à traverser. C'est-à-dire, je suis confronté à une réalité toujours et déjà close. Le monde est clos. Le monde n'est pas une ouverture infinie. Et donc, si le monde est une réalité close, parce que structuré, il n'y a pas de structure infinie, une structure désordonnée, cela voudrait dire que lorsque je suis à l'intérieur du monde, je ne peux pas être en même temps à l'extérieur de celui-ci. Je suis mon monde, je suis dans mon monde. Je ne peux être à la fois à l'intérieur de mon monde et à l'extérieur de celui-ci. Eh bien, mais tout cela, nous reviendrons parce que chez Wittgenstein, cela nous amène à plus d'autres notions, car à partir de cette question, l'avons-nous déjà soulevé dans ce que nous avons présenté comme dans la vidéo introductive, que toute l'œuvre de Wittgenstein pouvait être lue et comprise à partir de la notion du monde. C'est-à-dire, à partir même de cette question, nous pouvons aller plus loin pour comprendre, en réalité, toute l'œuvre de Wittgenstein, sachant que nous nous inscrivions ici dans une logique qui met en valeur essentiellement la question de la continuité et de l'unité de la pensée de Wittgenstein. Qu'il existait une certaine implication logique entre les diverses problématiques abordées par l'auteur, c'est-à-dire par Wittgenstein Ludwig. Voilà, donc le monde est une entité close, le monde est structuré, le mot structure est ici très important, et le monde est un espace, le monde est une entité. Eh bien voilà, maintenant, que dit Wittgenstein lui-même? Dès l'entame du Tractatus Logico-Philosophicus, qui est son tout premier ouvrage philosophique, et consacré justement à la logique. Le Tractatus Logico-Philosophicus pouvait se traduire en français par quelque chose comme le traité de logique philosophique ou le traité de philosophie logique, comme on veut, et dans lequel vous avez l'auteur qui, dès l'entrée du jeu, va insister
sur cette phrase. Une seule a suffi, une seule phrase a suffi pour réveiller notre esprit et nous dire, ben tiens, qu'il y avait là quelque chose, c'est-à-dire qu'il y avait là toute une philosophie, toute une manière de voir, de poursuivre le problème de la vérité qui vaut la peine d'être analysé. Alors, que dit l'auteur? L'auteur dit que le monde est tout ce qui a lieu. Bien, le monde est la totalité des faits et non des choses. Voilà. Donc, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est-à-dire que le monde n'est pas d'abord ce qui est visible. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons les choses. Et le monde est la totalité des faits et non des choses. Nous ne voyons pas des faits, mais nous voyons des choses. Sur le plan purement logique. Et donc, si le monde est tout ce qui a lieu, ce qui a lieu sont les faits. Ce qui a lieu sont les faits. Or, les faits n'est pas l'ensemble des choses. Disait Christian Surviré, pas seulement un ensemble, mais un ensemble structuré. Donc, c'est-à-dire que nous parlons de faits que lorsque les choses se présentent de manière structurée, c'est-à-dire de manière logique, car seule la logique s'occupe non pas de la chose ou des choses, mais de la structure, autrement dit, de la manière dont les choses se manifestent, les choses se montrent. Eh bien, dès lors, une autre inquiétude, une question s'impose, car nous devrions savoir dès lors ce qu'il faudrait alors entendre par fait. Alors, dans le domaine du droit, le mot est exorbitamment utilisé, les faits, les faits reprochés, les faits, et c'est tellement utilisé dans ce domaine que je me demande si on l'utilisait pas à tort et à travers, en fait. Mais bon, ici, faut-il le dire, et que une perspective philosophique n'est pas une perspective juridique. Et une perspective juridique n'est pas une perspective anthropologique et culturelle. Mais nombreux sont des domaines qui exploitent le mot et qui l'utilisent parfois à tort. Mais bien, le mot fait. Un fait est d'abord l'ensemble des choses. L'ensemble des choses qui adviennent dans l'espace logique, c'est-à-dire dans l'espace-temps. La manifestation concrète d'une situation donnée. Donc, un fait est une situation. Voilà. Maintenant, sur le plan purement logique, un fait est une coordination logique des objets ou des choses. Et lorsque des choses se structurent de manière logique, parce que les choses peuvent aussi se structurer de manière non logique. Excusez-moi, et dans ce cas-là, nous ne parlons pas des faits, mais nous parlons de nos faits. Même si à tort, nous pouvons parler des faits faux, mais en réalité, il n'y a de faits que ceux qui sont logiquement structurés. Donc, le monde est l'ensemble, le monde est un ensemble, et par le mot ensemble, il ne faudrait pas entendre la totalité dans le sens numérique, c'est-à-dire
trois faits, 10 faits forment le monde. Le monde est une infinité de faits, et lorsqu'on dit que le monde est l'ensemble des faits, ce qu'on veut dire, c'est tout simplement cette idée selon laquelle le monde est une possibilité infinie de faits. C'est-à-dire que tout ce qui advient dans le monde, dans l'histoire, dans la vie, fait partie du monde. Et qu'il n'y a rien qui puisse exister ou advenir, avoir lieu, c'est l'expression que Wittgenstein aimait bien utiliser, mais avoir lieu, ce qui a lieu, c'est ce qui arrive, ce qui advient, ce qui est possible. Et donc, rien n'est possible en dehors du monde comme en tant que lieu logique, en tant qu'espace logique. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai attiré l'attention sur le fait que le monde était une entité close, et donc, tout ce qui a lieu ne doit avoir lieu qu'à l'intérieur du monde. Et vous verrez que lorsque nous parlons du monde comme réalité close, ce qu'il faut retenir, ce n'est pas non plus l'image du monde comme étant un espace dans le sens spatial du terme, c'est-à-dire une région. Non. C'est tout simplement de se représenter, ce qu'il faut faire, c'est de se représenter l'idée du monde comme étant la possibilité des choses au-delà, et elle-même, cette possibilité a une limite qui fait qu'au-delà de laquelle les choses ne sont plus possibles. C'est-à-dire que lorsque je traverse les frontières du monde, admettons que cela puisse être possible, eh bien, je ne peux plus m'imaginer des faits, m'imaginer des choses. Et que si je le faisais, si je m'imaginais des choses ou des faits qui se seraient déroulés en dehors du monde, en dehors de la possibilité des choses telles que cela fait partie du monde, eh bien, ces faits et ces choses-là n'auront tout simplement aucun sens, aucune signification. Je reviendrai plus tard dans une autre vidéo pour expliquer justement la différence, parce que la question m'a été posée lors de ma soutenance de thèse Paris-Sorbonne, et donc c'était la différence entre, est-ce que s'il y avait une différence entre une signification et un sens. J'ai soutenu l'idée d'une différence entre une signification et un sens, et je vous dirais, et notamment lorsque nous parlerons de la pensée, justement. C'est la partie de la pensée, ou même à partir lorsque nous aborderons la question du langage, que nous pourrions aborder la question de la différence entre ce qui relève du sens et ce qui relève de la signification. Bon, maintenant, nous sommes concentrés sur le monde. Eh bien, le monde, identité close, au-delà de laquelle les choses n'ont plus de sens, et non seulement qu'elles n'ont plus de sens, mais aussi, surtout, qu'elles ne peuvent plus faire l'objet du langage, c'est l'objet de description, qui soit logique, toute description n'est pas logique, et donc, là, nous sommes dans ce que nous appelons la problématique du monde, la problématique ontologique du monde comme espace logique. Ce qui revient à dire qu'en réalité, toute logique obéit à une certaine frontière, à une certaine limitation, qu'il n'y a pas de logique vague. Ce qui revient à dire que toute manière de dire les choses obéit à une certaine frontière, c'est-à-dire dépend
dépend d'un certain contexte. Ce qui revient encore, c'est-à-dire que chaque contexte peut avoir sa logique propre, sa manière à la fois de saisir les choses et de les exprimer d'une manière qui lui soit propre. Voilà. Donc, le monde en tant qu'ensemble des faits, les faits sont des situations qui arrivent, lesquelles sont structurées par des objets, par des choses. Dans un langage logique, nous les appelons objets. C'est une question de statut. Mais lorsque vous dites les choses, vous utilisez un langage ordinaire, normal. Les choses et les objets, je reviendrai plus tard, mais arrêtons-nous un peu sur la question des faits. Évidemment, les faits sont structurés de manière logique, c'est-à-dire selon des implications qui sont logiques, c'est-à-dire qui permettent à ce que les objets puissent se structurer d'une manière qui permet de les percevoir, de les comprendre, c'est-à-dire d'une manière logique. Tout ce qui n'est pas structuré d'une manière logique n'est pas compréhensible non plus. Voilà. Donc, les faits sont des situations dans le cadre desquelles des objets structurés se manifestent. Et en se manifestant, celles-ci nous délivrent tout simplement leur véracité. Alors, lorsque nous parlerons de la vérité, j'insisterai sur cette notion de la véracité, et notamment la différence entre ce qui relève de la véracité et ce qui relève de la vérité, à proprement dit. Donc, il existe des faits qui sont des faits naturels. Il peut exister des faits qui sont des faits produits. Allez, lancer une bombe crée un fait produit. Et lorsqu'il y a une éruption volcanique, là, vous avez un fait naturel. Mais lorsque je vais au marché, au centre commercial faire mes courses, eh bien, je produis un fait. Je suis créateur d'un fait. Mais ce qu'il faut noter à ce stade, c'est que il existe des faits que nous saisissons et il existe aussi des faits que nous ne saisissons pas. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, ce ne sont pas tous les faits que nous saisissons et comprenons le sens. Et ce ne sont pas non plus toutes les choses que nous saisissons et comprenons le sens. Je ne suis pas non plus ici en train d'établir l'idée de deux mondes dont l'un serait un monde saisissable et l'autre non saisissable. Je suis loin de là. Je ne suis pas dans une démarche comme celle-là. Ce qu'il faut dire, c'est que l'immensité de la possibilité des faits fait que tous les faits ne sont pas tous saisissables, surtout pas par un seul individu. Et c'est là le problème logique, en fait. C'est-à-dire que certains faits peuvent se dérouler sous mes yeux alors que je ne suis pas capable de les saisir, alors que je ne comprends rien du tout. Petite anecdote, en France, au musée du Louvre, ma première visite, je l'effectue
Et pour visiter, c'était l'exposition de Rembrandt qui exposait sur le visage du Christ. Mais pour accéder à la salle, pour arriver au lieu d'exposition donc, du visage du Christ, il a fallu passer par la Joconde, enfin, l'exposition de la Joconde. Alors, tout venant d'Afrique, j'arrive devant la Joconde, je poursuis tout simplement, je regarde, j'ai rien vu de spécial. Le tableau de la Joconde m'est paru de manière tout à fait ordinaire, hein, avec rien de spécial. Alors qu'en face, enfin, à côté, toute une foule contemplait la Joconde, regardait, mais moi, individuellement, j'y passais sans y voir quoi que ce soit. Enfin, oui, en y voyant un tableau. Et la personne qui m'accompagnait dit, mais on ne s'arrête pas un petit peu. Elle me dit, mais pourquoi ceux-là, ils sont, vous voyez que c'est une belle œuvre et tout ça, et ce tableau. Mais il s'est mis à m'expliquer. Mais en réalité, j'ai rien vu ces jours-là, en tout cas. Il a fallu du temps, d'autres visites au musée du Louvre pour commencer à comprendre ce que l'œuvre réservait comme message et ce qu'elle représentait en réalité, et effectivement rentrer dans le sens, dans le monde de l'œuvre d'art. Donc, c'est aussi, et c'est ce qu'il faut noter aussi, en même temps, c'est que c'est aussi parce que nous sommes dans une posture qui nous permet de comprendre un fait qu'on le comprend. Et de là, il faut se dire que le monde dont on parle au singulier, il est aussi à parler au pluriel. Mais je reviendrai. Mais je voudrais quand même terminer la question des choses. Comment les choses ou les objets se structurent-ils? Eh bien, les objets se structurent grâce à ce qu'on appelle les connecteurs logiques. C'est-à-dire, c'est soit un verbe, soit une préposition, soit. Par exemple, le chat est noir. J'ai vu un chat noir sur une table. La situation implique la table, le chat, sa couleur, sa position, ainsi de suite. Lorsque je dis j'ai vu un chat noir sur une table, moi-même, en tant que sujet observant, je fais partie du fait. C'est le je qui voit un chat sur une table, un chat noir. Donc, je fais partie du fait. En contemplant le fait, en percevant un fait, je fais partie de lui, sans le savoir surtout. C'est ça qui est le plus important en fait. Je n'ai pas la conscience que je faisais partie du fait. En réalité, c'est un homme, s'il y avait un tiers qui nous regardait, dirait un homme a regardé un chat noir sur une table dans un salon. Et dès lors que ce tiers nous voit, lui aussi rentre dans le fait. Il fait partie du fait. C'est-à-dire qu'un tiers voyait un homme qui voyait un chat assis sur une table, ainsi de suite. Que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement que lorsque je perçois un fait que je le comprends, cela veut dire que je faisais partie de lui. Cela veut dire
que j'étais à mesure de le percevoir, de le voir, de le décrire. Autrement, je ne le verrai pas. Je ne vous renvoie pas ici, nous ne vous renvoyons pas ici à creuser forcément la question de la perception pour savoir quel est le contenu de la perception, quel est le contenu du sens. Mais nous voulons justement vous alerter sur le fait que lorsque je comprends un fait, cela veut dire que cela a été compréhensible par rapport à moi. Je ne peux comprendre un fait que lorsque celui-ci fait partie des faits dont j'ai la possibilité de comprendre, d'analyser, de saisir. Une manière de dire que nous pouvons aussi ne pas voir ce que les autres voient. Nous ne pouvons ne pas comprendre ce que les autres comprennent. En fait, l'idée, c'est celle-là. Il est toujours possible que je ne puisse pas voir forcément ce que tout le monde voit. Lorsque je prends un texte, je lis le texte, ma compréhension va se limiter à ma capacité à comprendre ce texte et à mes intuitions, mes questionnements, mon monde. Ce qui n'exclut pas qu'une autre personne peut, avec une sensibilité personnelle, voir dans le texte d'autres aspects, d'autres faits encore importants, voilà, qui font partie évidemment du même texte. Eh bien, ce qu'il faut noter, et c'est à cela que nous renvoie la première partie de cette notion wittgensteinienne du monde, c'est qu'il n'existe pas un seul monde. Et lorsque je dis qu'il n'existe pas un seul monde, il n'existe pas une seule possibilité de structuration, de saisie, d'appréhension des choses. Qu'il existait plusieurs manières d'appréhender les choses. Et ces manières, et la question est là, chez Wittgenstein, c'est comment arrivons-nous à nous approprier cette manière d'appréhender en tant que sujet. Est-ce que nous naissons avec? Ou est-ce que nous l'apprenons? Et si nous l'apprenons, à quel moment, à quel âge, où, par qui? Car la question du monde, lorsque vous me suivez avec attention jusqu'à ce stade, vous vous rendez compte que si le monde n'est pas les choses telles que nous les voyons, mais qu'il était donc question des choses telles que nous les appréhendons, eh bien, à partir du moment où nous considérons que notre appréhension de choses peut varier, eh bien, il se pose là la question à la fois de la pluralité des manières d'appréhender la chose, ou la même chose, ou les choses, mais aussi la question de bien l'origine ou le sens même d'une telle diversité. Qu'est-ce qui fait que nous n'avons pas tous la même manière d'appréhender les choses? Qu'est-ce qui différencie ces manières? D'où la question de savoir à partir de quel moment, où apprenons-nous à appréhender les choses. Parce que le monde est tout d'abord une question d'appréhension. Le monde n'est pas quelque chose qui existe d'emblée. Et dans ce cas-là, le monde est une construction psychologique, construction subjective. Et donc, le monde est tout simplement ma subjectivité. Et l'auteur qui dit cela, de la manière la plus savante,
C'est Arthur Schopenhauer qui dit tout simplement que le monde est ma subjectivité. Je suis mon monde. Dans son ouvrage intitulé le monde comme volonté et comme représentation. Le monde n'est autre chose n'est pas en dehors de ma volonté et ma représentation. Le monde est ce que je me représente et non pas ce que je vois. Donc le monde est avant tout ce que je me représente, parce que de toute manière, ce que je vois, je ne peux voir que ce que je me représente. Tout ce que nous ne nous représentons pas, nous ne les voyons pas. Tout ce dont nous n'avons pas la volonté, nous ne le comprenons pas, nous ne le voyons pas non plus. Nous ne pouvons voir que ce dont nous avons est la volonté et la représentation. C'est-à-dire, ce dont nous nous présentons, voilà, nous pouvons les voir, nous pouvons les saisir, nous pouvons les comprendre. Voir ici, non pas tout simplement dans le sens de regarder, il y a encore une différence entre regarder et voir. Voir dans le sens épistémologique de saisir la chose, en savoir et comprendre ce qu'il en est en réalité. C'est ça, en fait. Donc, je suis moi, mon monde, et pas autre chose. Eh bien, donc, nous pouvons déjà dire ici que la première révélation philosophique chez Wittgenstein nous permet de faire le lien entre Schopenhauer et l'auteur. Et d'ailleurs, Raymond nous dit dans Wittgenstein, le devoir du génie, que Wittgenstein, son père l'appelait Schopenhauer, parce qu'il lisait souvent, déjà tout petit, on l'appelait Schopenhauer. Donc, il existe une pluralité des mondes, une infinité, eh bien, une infinité due au fait que chacun pouvait se faire sa manière d'interpréter et de comprendre les choses. Ce qui vous revient à dire que nous ne vivions pas tous dans un même monde, ce qui serait une faute grave. Nous vivons tous dans des mondes différents, mais qui sont des mondes qui sont interconnectés, interconnectables. Évidemment, il peut exister des mondes contradictoires, des mondes tout simplement opposés. Il y a un film, c'est le film de Jadouki, il y a un livre dont le titre est La guerre des mondes. Parce que des mondes peuvent être en guerre, tout comme des mondes peuvent être en paix, des mondes peuvent se structurer pour former un grand monde, un monde commun, un monde où tous ont à peu près des repères communs. Et c'est dans ce sens qu'il faut évoquer l'idée des valeurs communes. Hein, telle l'Europe a des valeurs communes, nos valeurs, les valeurs françaises, la laïcité, la liberté, l'égalité. Et bien donc, les mondes peuvent se structurer et pour former un seul monde. Mais là où la question logique est tout à fait indispensable, c'est comment, quel est le lieu, quel est le moment où commence cette initiation à la manière dont nous voyons les choses. Si nous sommes des mondes différents, si le monde est justement la manière dont je perçois et la manière dont j'interprète et comprends le monde. Eh bien, et au-delà de ça, la question devient celle de la subjectivité aussi. C'est-à-dire celle de savoir à quel moment nous devenons des sujets. Car ne peut interpréter, percevoir, appréhender la réalité qu'un sujet. Seul le sujet a la capacité d'appréhender les choses, de les comprendre, les décrire à travers le langage, de les penser. La réponse est de dire tout simplement que lorsque nous naissons, la famille
à travers le langage maternel déjà, à travers l'éducation, à travers la nomination, la désignation dans des choses, la famille, l'entourage, la société nous met déjà sur les pistes qui nous permettent d'évoluer, de grandir en humanité et en subjectivité, et à partir desquelles, eh bien, nous serons en mesure d'appréhender nous-mêmes la réalité, c'est-à-dire de nous faire nous-mêmes notre propre monde. Je m'explique. Lorsque nous naissons, nous ne parlons pas. Lorsque nous naissons, nous observons l'attitude de nos parents, l'attitude de notre mère. Donc la première qui nous apprend, c'est notre mère, c'est la mère, qui nous dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. La manière dont cela nous a été annoncé, la manière dont cela nous a été dit, définit, oriente la manière dont nous appréhendrons la réalité, le monde, plus tard, c'est-à-dire devenu adulte et devenu sujet. Et ce qui est intéressant, c'est de dire que, par exemple, la croyance, qu'elle soit scientifique, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit laïque, cette notion, chez Wittgenstein le montre déjà bien, que 10 mois, par exemple, il dit dans le livre plus tard que 10 mois, si cela est une main, je te dirai le reste. C'est-à-dire que si, déjà, enfant, vous apprenez que ça s'appelle jambe, et ça s'arrête là, alors que ça pourrait s'appeler autrement, mais bon, et que si vous êtes à l'aise et vous admettez les choses comme cela, de cette manière-là, eh bien, c'est-à-dire qu'on pourrait vous dire que le Père Noël existait et que vous accepterez. C'est-à-dire, c'est le même mode. C'est le même mode. C'est-à-dire, en nous apprenant que ça s'appelle tête, ça s'appelle jambe, ça s'appelle pied, nos parents nous préparent à accepter. Donc, on sème déjà dans notre esprit la possibilité d'acceptation des réalités dont le lien avec les faits est tout à fait absent. C'est-à-dire, nous sommes préparés, nous sommes comme montés, comme une machine montée pour aussi admettre les choses lorsqu'aucun lien logique n'existe entre celle-ci et la réalité telle que nous l'apercevons, telle que nous l'acceptons. Et donc, c'est seulement lorsque je suis enfant, c'est par le biais de mes parents, après vient l'environnement, après vient l'environnement s'élargit, l'école rentre dans l'environnement qui m'accueille, la société c'est quoi? C'est tout ça, c'est le noyau familial qui s'élargit, et puis des amis qui s'élargissent, le quartier, le pays, jusqu'à atteindre le niveau national. Je suis ma nation, je m'identifie à ma nation, et à partir du moment où je m'identifie à ma nation, je m'identifie aussi à ses valeurs, à sa manière d'appréhender les choses, à sa manière de vivre, à son langage, et tout ce qui s'ensuit. C'est-à-dire la nation en tant que telle n'est pas un concept vide. La nation implique une manière d'être, une manière de penser, une manière d'appréhender, d'admettre les choses. Lorsque nous sommes une nation, même lorsque nous sommes une famille, lorsque nous sommes un club, lorsque nous sommes une association, lorsque nous sommes et d'où d'ailleurs l'idée des idéologies.
Quand vous rentrez dans un groupe où vous avez une idéologie, l'idéologie elle-même étant la manière d'appréhender les choses, le discours attribué. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du moment où je m'approprie une manière d'appréhender les choses, je deviens un sujet. Car seul le sujet peut appréhender la réalité, peut appréhender, saisir le monde, saisir son sens et consorts. Donc, l'idée c'est le monde n'est pas ce que je vois, mais le monde c'est la manière dont je vois ce que je vois. Et que la manière de voir ce que je vois, je ne l'ai pas avec, mais elle est quelque chose qui m'est légué comme héritage social. Voilà. Et donc, ce que nous sommes en tant que sujet, c'est-à-dire appréhendeur de la réalité, nous le devons pour beaucoup à la société qui nous accueille, à la famille dans laquelle nous sommes nés, à tous ceux et toutes celles que nous avons croisés sur notre chemin de la croissance en tant que sujet, sur notre chemin de l'évolution en tant que citoyen. C'est ça en fait le monde. Donc le monde que je reçois n'est pas une réalité existante, mais l'ensemble des valeurs reçues tout au long de mon existence dans un contexte bien déterminé. Donc, le monde est le contexte dans lequel j'évolue. Et chaque contexte implique évidemment ses règles, sa manière de voir les choses, sa manière de se comporter et consorts. Maintenant, le rôle qu'il faut noter, c'est le rôle du langage. Car tout cela, c'est-à-dire depuis la naissance jusqu'à ce que je devienne un sujet, jusqu'à ce que je devienne, ou nous devenons, capables d'appréhender la réalité, de la saisir, de l'expliquer, de proposer, eh bien, tout ce que nous recevons, tout ce que nous apprenons, nous l'apprenons, nous le recevons qu'à travers le langage. Car en dehors du langage, il n'y a pas de possibilité d'appréhension ni de description de quoi que ce soit. C'est-à-dire que nous sommes, dans ce cas-là, le type de langage que nous avons développé, le type de langage que nous avons reçu ou entendu, en tout cas dans un contexte bien déterminé. Nous sommes notre langage, tout comme nous sommes notre monde. Je suis mon monde, ça c'est Wittgenstein qui le dit d'ailleurs, une idée reprise chez Schopenhauer, c'est « je suis mon monde okay, et pas autre chose », c'est-à-dire « je suis ma manière de voir les choses ». Nous représentons tous une certaine manière de voir les choses, une certaine manière de comprendre les choses. Chacun comprend à sa manière. Et ça, c'est très important à souligner, car certaines hostilités naissent du fait que nous ignorons cette dimension tout simplement démocratique, s'il faut le dire, cette dimension diverse de la manière dont nous pouvons comprendre une seule chose. Et à partir du moment que nous comprenons cela, nous disons que c'est possible que d'autres puissent avoir leur propre manière de comprendre les choses, il n'y a plus de conflit, ou il y en a moins, en fait, tout simplement. Donc, je suis ma manière, je ne peux, d'ailleurs, je pourrais même dire, je ne peux être autre chose que ma manière de comprendre la réalité. Ce qui reviendrait à dire que dit, à partir de ta manière de comprendre la réalité, je pourrais déduire ce que tu représentes, ce que tu es, en fait. Dis-moi ta manière de comprendre les choses, je te dirai qui tu es, en quelque sorte. Donc,
si le monde est ma manière, cette manière, je ne l'obtiens qu'à travers le langage. Et le langage en tant que véhicule des manières de comprendre les choses ou d'appréhender la réalité, eh bien, dépend de la manière dont je manipule, et nous le verrons dans la partie sur le langage, la manière dont je fais usage des mots. Donc, les mots ayant un sens et la manière dont je fais usage des mots, eh bien, va influer sur ma manière de voir le monde. Donc, c'est-à-dire que la manière dont je fais usage des mots en dit tout ou plus sur ma manière de voir le monde. Car nous sommes autre chose, nous ne pouvons être autre chose que la manière dont nous appréhendons le monde à travers la manière dont nous faisons usage de la langue, usage des mots. Car c'est cette même manière, c'est de cette manière que nous avons appris la manière d'appréhender le monde. C'est-à-dire les parents, en nous parlant d'une certaine manière, nous transmettent une certaine manière d'exister au monde, c'est-à-dire une manière de se positionner par rapport à la réalité. Une manière de comprendre, une manière de décrire, une manière de vivre, tout simplement. Et tout monde étant ouvert aux autres, eh bien, lorsque je prends conscience que je ne suis pas le seul à voir mon monde, la conscience que chacun pouvait être ambassadeur d'un certain monde, eh bien, je ne peux qu'être à l'écoute des diversités, des remarques, des critiques, des objections que peuvent formuler les autres. En tant qu'ambassadeur d'autres mondes, en tant que sujet à part entière. C'est pour ça que lorsque je lis et justement la liberté d'expression en France et dans d'autres pays, hein, et je parle comme de la France, qui est ce pays que je connais le mieux, hein, bon, il y a mon pays d'origine, mais il y a aussi la France, c'est-à-dire que la liberté d'expression, la tolérance vis-à-vis des opinions des autres, quel que soit le domaine, et l'expression du respect, la prise de conscience de l'idée que je ne suis pas non plus le seul au monde ou le seul capable d'appréhender les choses, que ma manière d'appréhender les choses n'est pas la seule possible, hein, qui soit la seule, qui soit vraie ou qui soit possible. C'est l'origine même de tout ça, de la liberté d'expression, le respect de l'opinion des autres, la tolérance entre individus. Eh bien, c'est dû au fait que, évidemment, chacun pouvait avoir une manière, que la réalité pouvait être appréhendée sous plusieurs manières qui peuvent nous échapper en tant que sujet. Donc, nous avons évidemment besoin d'entendre d'autres manières pour aller ensemble. Mais l'idée, c'est aussi, lorsque vous accordez justement ce statut de sujet à chaque individu, eh bien, vous comprenez le sens du droit de l'homme. Vous comprenez le sens du droit de l'homme. Mais dans une vision de l'humanité où tous sont capables, égaux, hein, l'égalité, la fraternité, la liberté, eh bien, parce que tous ils sont sujets, tous sont capables d'appréhender les choses comme moi, et donc tous sont libres, tous sont égaux, tous sont fraternels. C'est à ce moment-là que vous comprenez
le sens du respect des autres dans chaque dialectique intersubjective. Et l'autre peut aussi voir, l'autre peut aussi, et en plus l'autre me voit, parce que face à l'autre, je suis un objet. L'autre me voit de la même manière qu'il voit d'autres objets. Et ça, c'est une autre question qu'on pourrait développer à une autre occasion, mais c'est évidemment que l'autre me voit aussi comme il voit la table, comme il voit un arbre, il me voit aussi. Et que lorsque l'autre n'a pas cette prise de conscience que je suis, même s'il me perçoit comme un objet, mais je suis un sujet au même titre que lui, il peut me considérer comme il veut. Il peut me considérer comme il veut parce que la reconnaissance de la subjectivité n'est pas de mise, n'est pas là. Et lorsqu'il y a absence de cette reconnaissance, absence du respect de la liberté d'opinion, la liberté d'expression et toutes ces libertés dues à l'expression des idées, de ce que les gens pensent, lorsqu'il y a ça, c'est tout un boulevard qui s'ouvre pour mener vers tous les dérives qui peuvent aller jusqu'à l'effacement physique, même à l'élimination physique des autres. Parce que tout simplement, nous tombons dans ce qu'on appelle la négation de l'autre, en fait, en tant que tel. De l'autre en tant que tel. Il y a une semaine, j'étais en Belgique, et à une occasion, on était autour d'une table, et j'ai considéré que à chaque fois que je prenais la parole pour analyser, donner un point de vue, on me faisait savoir en face que non, ça ne valait pas la peine. Et c'était à chaque fois, c'est-à-dire dès que je commençais, l'interlocuteur en face disait on clôt le débat. Tout simplement. Alors, il donnait son point de vue, je l'écoutais, et lorsque je voulais nuancer, point de débat. Mais lorsque j'allais dans son sens, lorsque j'étais d'accord, on pouvait poursuivre la causerie et tout ça. Au bout d'un certain moment, j'étais obligé de dire à la personne que, en fait, ce que vous faites, c'est le refus de l'autre. C'est un manque de respect, un manque de considération pour des opinions scientifiques. Voilà, on parlait du scientifique, mais de l'opinion de l'autre, en fait. Vous avez ce souci-là. Il dit, mais non, je dis, mais non, parce qu'une opinion, le propre, en fait, lorsqu'on est en face d'une opinion nouvelle, une opinion étrangère, l'attitude appropriée n'est pas de tout de suite dire si c'est vrai ou faux. L'attitude, c'est de savoir et questionner l'opinion, pousser le sujet tenant son opinion à vous en expliquer davantage, à vous dire le pourquoi. La question, c'est le pourquoi. Mais l'attitude tout à fait classique des gens, c'est lorsque la personne ne comprend pas, vous dites tout de suite, c'est faux. Mais non, la question, c'est pas parce que vous ne comprenez pas que la chose est forcément fausse. Galilée disait des choses vraies devant un tribunal d'inquisition qui était dans le faux, jusqu'à se faire condamner, mais en fait, il disait vrai. Hein. C'est le tribunal, en fait, qui était dans le faux. En fait. Donc, c'est pas parce qu'une opinion est jugée fausse qu'elle l'est en réalité. Et là, nous le verrons dans l'entretien lorsqu'il s'agira d'analyser la question de la pensée, et même déjà à partir de la question du langage, il y a possibilité d'aborder cette question-là, justement que toute opinion fausse ne l'est pas forcément. Voilà, toute opinion vraie ne l'est pas non plus forcément. Voilà. Donc, nous sommes des sujets lorsque nous sommes en mesure d'aborder et d'appréhender la réalité. Or, tout être est quand même en mesure d'appréhender la réalité, ce qui veut dire que le monde est une affaire de tous.
et qu'il n'y a pas un seul peuple, il n'y a pas un seul sujet qui ne soit pas à mesure de comprendre le monde, de l'appréhender, de le décrire, de le présenter. Mais ce qu'il faut noter, c'est que chacun peut avoir son monde et que chacun peut avoir sa manière d'appréhender le monde. Et ce qui compte, c'est d'aller chercher à comprendre cette manière-là. D'aller chercher à comprendre cette manière et de comprendre pourquoi l'autre a cette manière-là de comprendre les choses. Voilà. Donc, le monde est une question de sujet, le monde est une question d'interprétation et d'expressivité du sujet. Et du coup, le monde dont nous parlons maintenant, dans cet entretien, dont il a été question dans ma tête, c'est un monde subjectif, c'est-à-dire c'est une réalité purement psychologique, mais une réalité qui est psychologique, mais avec une destination à se manifester aux autres, une destination à se concrétiser, se manifester, car lorsque j'appréhende le monde, lorsque je le décris à travers le langage, eh bien, je m'adresse à l'autre, je m'adresse à autrui. Je m'adresse à autrui. Donc, le monde est quelque chose qui s'exprime. Il n'y a pas de monde caché. Il n'y a pas de monde dont on ne peut pas décrire les faits. Là où il y a un monde, il s'exprime. Voilà. Donc, les expressivités des mondes, eh bien, sont le mode normal de toute vie. Donc, voilà. Et lorsque nous comprenons que finalement, le monde, c'est le sujet dans sa manière d'appréhender les choses, nous nous approchons vers la fin de la problématique pour passer à une autre, c'est-à-dire à la problématique du langage, c'est-à-dire, nous allons nous dire alors que plutôt que de dire que le monde existe, ce qui y aurait plus de sens est de dire que le monde, nous le créons. C'est le sujet qui crée le monde, c'est-à-dire c'est le sujet qui donne sens à ce qu'il perçoit. C'est le sujet qui donne de la valeur à ce qu'il voit, de la valeur à ce qu'il décrit. Lorsque je dis que le sujet crée le monde, c'est dans ce sens-là, dans le sens de donner de la valeur, dans le sens de comprendre le sens, de saisir les choses. Parce que les choses n'existent que lorsque nous les saisissons, que lorsque nous les comprenons. Dès lors, comme nous l'avons souligné tantôt, nous ne pouvons jamais tous constater l'existence de la même chose. Il peut y avoir des choses qui existent et qui nous échappent tout simplement, parce que nous ne sommes pas dans la perspective qui nous permet de comprendre ces choses-là. Voilà. Maintenant, les limites du monde étant les limites du sens, les limites ontologiques et logiques, cette notion va permettre, dans le deuxième chapitre, parce que le premier, comme je l'ai dit, est la préparation de tout le reste, c'est le fondement, à partir de la notion du monde, eh bien, déjà à partir de la question des limites du sens, eh bien, nous allons, par la suite, en ce qui concerne le langage, parler du sens et du non-sens. Cette notion d'une sens et de non-sens ne trouve racine qu'à travers et à partir de cette notion des limites du monde. Et la notion de la subjectivité ici, du monde comme réalité subjective, elle nous prépare à comprendre plus tard, lorsqu'il sera question de parler de la vérité, de parler de la pensée. Lorsque je dis que telle chose est vraie, telle chose est fausse, ce que je dis n'est pas la description de la chose,
mais le jugement de valeur accordé à telle ou telle chose, selon ma manière de percevoir la chose, selon ma manière d'appréhender la réalité. Voilà, donc là, il existe plusieurs mondes, que le monde est une manière de voir les choses, et non pas les choses en soi, que cette manière de voir les choses, nous l'appréhendons et nous la recevons de la société, nous la recevons de la famille, nous la recevons de tout notre entourage, eh bien, et que c'est à partir du moment où nous sommes en mesure d'appréhender, de donner sens aux choses, que nous devenons nous-mêmes sujets, et que, par conséquent, le monde dont il est question n'est autre chose que ma propre subjectivité telle qu'elle se matérialise, ma propre subjectivité telle qu'elle me permet de donner sens aux choses. Donc c'est nous qui donnons sens aux choses et non l'inverse. Alors, je vous dis merci pour m'avoir ainsi suivi jusqu'à la fin. Une longue vidéo bien sûr, mais une vidéo riche aussi intéressante de sens dans le domaine qui est le sien, celui de la logique. Et après cette première partie, nous aurons une deuxième où nous parlerons, à proprement dit, du langage et de ce qui en est. Lorsque nous parlons, quelle est la différence entre dire et parler, quelle est la différence entre langage et langue, quelle est la différence entre signification et sens, quelle est la différence entre désignation et description, quelle est la différence entre proposition et phrase. Toutes ces notions, vous le verrez, eh bien, seront abordées dans la vidéo qui va suivre, qui sera consacrée à la problématique du langage. Je vous dis et je vous remercie.